Cette émission vous est présentée par Doyon Cuisine et Bœuf et compagnie. Alors bonjour, bienvenue encore une fois à Au goût de chez nous. Donc aujourd'hui, on va faire un petit spécial, on va travailler les fromages de la fromagerie Chaput de Châteauguay. Donc de l'entrée au dessert, on va retrouver un fromage, on va l'apprêter de 3 façons différentes, dont une qui est assez surprenante, vous allez voir. Le premier, on va servir un petit fromage métis, qui est un fromage mi-chèvre, mi-vache. C'est un fromage de lait cru qui ressemble un petit peu à un fromage brie. On va le paner et on va le frire et on va le servir avec une confiture aux tomates et basilic avec un soupçon de jus de citron. Ensuite, on va passer au mets principal où je vais préparer une côte de veau qu'on va poêler. Ensuite, on va la mettre au four et on va déposer par-dessus une tranche de fromage, le ratoureux, qui est un fromage avec une croûte cendrée à l'intérieur. Et on va faire fondre ça tranquillement. On va servir ça accompagné d'une sauce au Porto, un Porto qui est local, donc on va utiliser un vin fortifié, puisqu'on ne peut pas utiliser l'appellation Porto, mais un vin fortifié qui s'appelle le Monarche, qui vient du vignoble J.O. Montpetit à Saint-Étienne. Donc ça va accompagner. On va faire des petites pommes de terre lyonnaises qui vont aller en dessous de ça. Et ensuite, pour le dessert, on va servir une crème glacée au fromage de chèvre frais qu'on va servir avec un caramel au jus de pomme brut. Donc, on commence. C'est parti, les amis. Tout d'abord, on va commencer avec notre dessert, toujours la plus longue chose à préparer. Puis en plus, il faut que la crème glacée ait le temps de figer. Donc, peut-être prévoir la faire la veille ou le matin si vous recevez pour souper. Ça prend au moins de 4 à 6 heures à figer. Donc, vous aurez besoin pour la recette de fromage de chèvre frais, d'œufs, de lait, de crème 35. Ça, c'est assez pour la crème glacée. On va préparer le caramel en même temps aussi. On va avoir besoin de jus de pomme brut, donc du jus de pomme que vous achetez au verger qui est fraîchement pressé. Souvent, on le vend en hiver, il est congelé, donc juste le laisser dégeler et on a besoin de notre 2 tasses. Donc, tout de suite, on va mettre ça à réduire parce que ce que je veux, c'est concentrer le goût de la pomme. Donc, mes 2 tasses, je les mets dans une casserole. Et là, je vais mettre ça sur le rond et je vais laisser évaporer et réduire jusqu'à temps qu'il reste à peu près, je vous dirais, 50 à 60 ml, vraiment pas beaucoup. Pendant ce temps-là, on va avoir besoin de faire chauffer notre lait. On va se faire une crème anglaise. Donc, la crème glacée qu'on fait vraiment à l'ancienne, on va préparer une crème glacée avec de la vanille. On va juste rajouter le fromage de chèvre dedans. Ça va donner à la crème glacée une petite fermeté qui est un peu plus que celle qu'on connaît habituellement avec la crème glacée commerciale, mais le goût va être divin. Donc, 2 tasses de lait. Je verse ça dans mon chaudron. Ça aussi, j'apporte ça à ébullition tranquillement. On va battre 5 jaunes d'œufs. Donc, je sépare les blancs des jaunes. Donc, une crème anglaise, c'est 1 jaune d'œuf par 100 ml de lait. C'est pas mal un standard. Donc, on va prendre notre sucre tout de suite. On va sortir notre grand fouet. On va avoir besoin de un quart de tasse de sucre qu'on va mettre sur nos œufs. Et on va en mettre aussi un quart de tasse dans notre lait qui chauffe. On se dépêche de fouetter notre sucre avec nos jaunes, parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que le sucre va cuire le jaune d'œuf, donc ça va faire des petits grumeaux, on ne les veut pas. Donc, on fouette ça jusqu'à temps que ça blanchisse légèrement ou que le sucre se soit dissous. Donc, ça, c'est dissous un petit peu. Je vais le refouetter un petit peu tantôt, mais je vais me dépêcher de rajouter ma vanille dedans. Donc, si on a une gousse de vanille naturelle, on va la mettre entièrement parce qu'on a en plus de ça de la crème fouettée à rajouter en plus de notre fromage de chèvre. Donc, ce que je vais faire, c'est que la gousse de vanille, donc ça pousse après l'arbre comme ça. Vous avez la tige, un peu comme un haricot vert. Donc, vous avez juste à prendre un couteau et la fendre en deux sur toute sa longueur. Et avec le dos de votre couteau, vous le insérez entre les deux jusqu'au fond. Là, je ne l'ai pas coupé comme il faut. Et voilà. Et vous grattez les petites graines qui sont à l'intérieur.
Donc ici, vous avez, ça c'est la graine. On va la mélanger avec nos œufs. On va mettre les deux côtés, donc la gousse entière. Donc juste mettre ça, on va l'accrocher après notre fouet. La cosse, elle, on va la mettre infusée dans notre lait. Ça aussi, ça va donner un autre goût de vanille, donc on ne gaspille vraiment pas. Si jamais vous ne vouliez pas mettre la cosse dans votre lait, vous pourriez toujours la mettre dans un alcool que vous aimez, donc que ce soit un cognac, que ce soit un rhum, votre bouteille de vodka préférée, ça va infuser puis ça va donner un bon goût. Il n'y a pas de danger que ça moisisse à cause de l'alcool. Donc, ceux qui sont amateurs de vodka vanille, c'est la meilleure façon de se débarrasser de nos cosses de vanille. Donc ça, je fouette encore un petit peu pour dissoudre. Il va y avoir des petits grains noirs, c'est normal, c'est les graines de vanille. Il ne faut pas les enlever. Ça se peut des fois qu'en grattant, on enlève un petit peu de la cosse. C'est pas très grave, ça va faire un petit grain, mais on ne se rendra pas malade avec ça. Ça, on va laisser ça comme ça. On va vérifier notre lait pour pas qu'il bouille. Je ne veux pas qu'il colle au fond non plus. Le sucre va se dissoudre. Le sucre va aider un peu aussi à ce que le lait ne colle pas au fond du chaudron. Notre jus de pomme il est parti, on le laisse aller. Là, ce qui est important quand on fait une crème anglaise, c'est qu'il faut la cuire suffisamment, mais il ne faut pas trop la cuire non plus. Donc, l'outil préférable, ce serait une cuillère de bois. Ça nous permet de contrôler, puis essayer d'en avoir une avec un angle ou quelque chose qu'on peut aller gratter vraiment les coins pour empêcher que les œufs cuisent. Donc, le lait bouille. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les cosses de vanille. Je vais verser un peu de mon lait chaud sur mes œufs en fouettant, parce que si je verse trop rapidement une grande quantité, la chaleur va être trop importante puis le jaune d'œuf va cuire. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en le versant lentement, le mélange va se mélanger comme il faut. Il va y avoir un bel équilibre, donc ça ne cuira pas de notre œuf. Donc ça, c'est beau. Je remets ça sur le rond et je verse le mélange d'œuf directement. Puis là, je vous conseille de vous tenir un bol proche pour remettre votre mélange. En essayant de ne pas prendre celui qu'on a fait nos œufs crus dedans, juste pour éviter qu'il n'y ait pas contamination. Donc, je remets ça dans ma casserole, puis là, je brasse avec un petit fouet comme il faut. Après ça, je vais continuer avec ma cuillère de bois. Donc, je cuis. Ça va prendre vraiment pas grand temps, donc préparez-vous. Aussitôt que ça va commencer à épaissir, il faut le retirer du feu. Les jaunes coagulent à 87 degrés, je crois. Donc, il faut vraiment arriver border, 82 degrés de température pour que l'agent de liaison de l'œuf fasse son travail. Donc, je vais vraiment gratter partout pour être sûr qu'il n'y a pas d'œuf qui ait le temps de cuire. Si je le garde en mouvement, la chaleur va rester uniforme. Puis on sait que c'est prêt quand ça l'épaissit. Voilà, ça a déjà commencé à épaissir. Vous voyez que c'est beaucoup plus crémeux. Je le retire du feu. Là, la casserole, elle emmagasine de la chaleur, donc je me dépêche de transférer dans mon plat froid. Pendant que c'est chaud, je vais en profiter, je vais intégrer mon fromage de chèvre. Ça va l'aider à se dissoudre. Il va fondre un petit peu, il va se mélanger avec le restant. On va le regarder comme ça un petit peu. Le temps que ça refroidisse un petit peu, on va fouetter notre crème 35. Je ne veux pas avoir une crème fouettée trop ferme. Je veux pas avoir... juste pour dire qu'elle va commencer à se raffermir. Donc, vous avez un beau mélangeur sur pied comme ça. Gâtez-vous, utilisez-le. C'est le temps. On verse notre 500 ml de crème. On la garde très froide, la crème. Elle va se monter beaucoup mieux si elle est froide. Et comme je vous ai dit, on ne veut pas l'avoir trop ferme non plus. Donc, pendant que ça est en train de fouetter, je vais juste dissoudre mon fromage de chèvre dans ma crème anglaise. Donc, ça a commencé à épaissir un petit peu. Je vais le fouetter un petit peu plus, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, c'est déjà assez. Donc, on va descendre ça ici. On va décrocher le fouet. Un petit mouvement sec, on libère notre bol. On surveille notre jus de pomme, ça en vient très bien. Réduit environ déjà de la moitié. Donc, à notre crème fouettée, je vais rajouter le mélange de crème anglaise et de fromage de chèvre. Le fait d'avoir fouetté la crème, ça va donner une onctuosité un peu plus crémeuse à notre crème glacée. Donc, on a fait entrer des bulles d'air dans la crème en la fouettant. C'est ce qui arrive quand on n'a pas une sorbetière. Vous n'avez pas besoin d'une machine à crème glacée là, pour faire cette recette-là.
Juste un bon congélateur à l'ancienne, puis un plat assez grand. Donc, moi, j'utilise ce plat-là juste parce que quand j'arrive avec ma cuillère pour faire le service, j'aime ça pouvoir gratter longtemps, puis la crème glacée, elle roule dans ma cuillère. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de prendre un plat rectangulaire. Si vous n'avez juste un bol rond, c'est pas grave du tout, ça va marcher quand même. Donc, vous voyez, le mélange est très léger. Donc, la crème glacée est vraiment pas trop sucrée. On a quoi, une tasse de sucre dans notre crème anglaise, c'est à peu près tout. Notre caramel va être très sucré, lui, donc on va juste compenser, ça va équilibrer. Juste verser ça dans votre plat. Et là, ce qui va être important de faire, c'est qu'on va mettre ça au congélateur, puis environ à toutes les demi-heures, on va aller donner un petit coup de fouet avec un plus petit fouet, juste pour faire entrer de l'air dedans, ce qui va rendre notre crème glacée plus légère, plus onctueuse. Si vous oubliez, c'est pas grave, elle va juste être un petit peu plus dense, mais ça va être le même goût. Donc ça, je mets ça au congélateur tout de suite, puis on oublie ça pour un 3 heures en allant fouetter, comme je vous dis, à toutes les demi-heures environ, surtout les 2 premières heures. Donc c'est tiède, pas de problème. On va porter ça au congélateur. On a fait bouillir notre jus de pomme. Comme vous voyez ici, il est vraiment réduit. Il commence à avoir la consistance quasiment d'un sirop d'érable. Donc rendu là, je vais rajouter 1,5 tasse de sucre. Donc, je vais le laisser se dissoudre comme il faut dans le jus. Là, ça va vous faire une bonne quantité de caramel. Là. Soyez pas tristes, vous allez pouvoir en manger sur vos toasts demain matin, vous ne le gaspillerez pas. De toute façon, je pense pas que vous mangiez 1,5 litre de crème glacée au même repas. À moins qu'il y ait vraiment un bon film à télé et que vous soyez en peine d'amour. Et voilà. Là, je vais le dissoudre rapidement avec ma cuillère de bois, juste pour l'humecter complètement. Ensuite, je vais laisser le sucre faire son travail. Donc, il faut vraiment que le jus de pomme va continuer de s'évaporer jusqu'à temps qu'il ne reste plus d'eau dedans. On va juste garder le goût de la pomme. Puis le sucre va commencer à devenir ambré, caramélisé. Il faut juste le surveiller, brasser la casserole. Il ne faut pas utiliser une cuillère de bois. Ce que ça va faire, c'est qu'on va rentrer de l'air dans notre mélange, puis le sucre va commencer à cristalliser, puis ça va faire un gros moton de sucre brun. Donc, vraiment caramélisé. Je laisse aller, je ne touche plus. Pendant ce temps-là, on va préparer. On va avoir besoin de crème 35 à cuisson. Si vous en avez à la cuisson, c'est préférable. Ça supporte mieux la chaleur. Donc, on va avoir besoin de 2 tasses. On va mettre 1,5 tasse. On va couper ses calories. 1,5 tasse, ça va être suffisant. Donc, je laisse aller le jus de pomme. Je garde un œil dessus, ça risque de mousser. Donc, si ça mousse, je vais juste soulever le chaudron pour empêcher que ça déborde puis qu'on ait un dégât. Toujours garder un œil quand on fait du caramel, ça va très vite. Un coup que ça a commencé à changer de couleur, à devenir caramélisé, ça se passe en dedans de 15 secondes. Il peut être trop tard. Le sucre va devenir trop noir, va devenir très amer, donc on ne veut pas ça. Il y en a encore pour 1 minute ou 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer tranquillement, nous autres. Pendant que on va garder un œil là-dessus quand même. On va venir vérifier très fréquemment. Je vais juste préparer mon petit appareil pour préparer notre confiture de tomates au basilic. Puis on va aussi préparer notre appareil pour faire notre fromage pané. Pour ça, vous allez avoir besoin de nos classiques de la panure, farine, chapelure et quelques œufs battus. Donc, juste casser votre œuf. On rajoute un petit peu d'eau. Avec un petit fouet, on va juste battre l'œuf. On va juste faire un petit fromage. Donc, si vous aviez plusieurs fromages à faire, vous pourriez avoir besoin de plus d'œufs, mais en ce moment, je crois qu'un œuf, ça va être suffisant. En fait, je suis certain qu'un œuf, ça va être suffisant. Surveille mon caramel. C'est sûr qu'il y a déjà une couleur brune à cause du jus de pomme qu'on a mis dedans. Donc, il faut vraiment vérifier quand est-ce qu'il va commencer à devenir plus foncé. C'est là que le caramel va devenir caramel. Donc, si vous aimez le caramel qui est vraiment amer, laissez-le devenir de plus en plus foncé. Plus il va être foncé, plus il va être amer. Si vous aimez le caramel plus doux, aussitôt qu'il commence à colorer, retirez ça du rond. On va verser la crème pour stopper la cuisson. Faites juste très attention. Il est rendu à la couleur que je veux. Donc, moi, je l'aime comme ça.
On tasse du rond et on verse la crème. Faites attention, ça peut éclabousser, OK? Donc ça, on peut le remettre sur le rond. On va brasser, vous allez voir, regardez, ça fait... Le caramel a vraiment commencé à figer à cause que la crème est froide. Mais aussitôt qu'on va le remettre sur le rond, ça va tout s'amalgamer, ça va faire un beau caramel. Donc on va laisser mijoter ça, je vous dirais, un 5 minutes. Quand les bouillons vont commencer à être un peu plus... si on va appeler ça épais, mais le bouillon va épaissir, va devenir plus riche. Donc à ce moment-là, on va enlever ça du rond, puis on va rajouter une petite noix de beurre, environ un quart de tasse de beurre dans notre caramel, quand il va tiédir. Donc je le laisse aller. Faites juste jeter un coup d'œil sur la forme du bouillon qu'il y a en ce moment. On va le surveiller, des fois ça peut arriver aussi qu'il a tendance à vouloir déborder. Je crois que ce coup-là, on est bon. On va juste baisser le feu un petit peu, je vous dirais à médium élevé, puis on va le regarder cuire. Il va atteindre des degrés de caramélisation où on va avoir une belle texture. Quand il va être froid, il va être encore onctueux et tartinable. Mais on peut le garder tiède. Nous, on va s'en servir tout de suite tantôt. Donc, on va le garder tiède dans le chaudron. Comme je vous dis, on va rajouter tantôt une noix de beurre, puis au mi-mélangeur, on va faire une émulsion avec le beurre. Donc, ça va le rendre encore plus onctueux. Bon, c'est parfait. Je vais juste laisser ça là. On va commencer à préparer notre confiture de tomates pour notre fromage frit, puis ensuite, on va paner notre fromage. Donc, pour notre confiture de tomates, on va avoir besoin d'une petite casserole, d'un beau petit citron, de quelques feuilles de basilic et de petites tomates cerises. Et bien sûr, confiture 10 sucres. Là, on ne veut pas avoir une confiture trop sucrée. Donc, les tomates cerises sont déjà sucrées en elles-mêmes. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos tomates cerises puis on va les couper en deux. Donc, du côté que le petit oignon, finalement, là, rattaché au plant, on va les couper dans ce sens-là. Si jamais vous avez un couteau dentelé, un couteau à pain à la maison pour couper des tomates, ça va toujours bien. Si vous n'avez pas un couteau qui est bien affûté, ça a du mordant, un couteau à dents, donc c'est parfait pour transpercer les petites tomates cerises comme ça. Je brûle environ 3 tasses et demie, 4 tasses de petites tomates cerises. Juste les déposer directement là-dedans. On va se prendre, je dirais, 4 à 5 feuilles de basilic. Je vais les rouler en petits paquets. Faire une petite cigarette avec. Jeter un petit coup d'œil à mon caramel en même temps. Il y a de plus en plus de basilic dans les recettes de dessert. C'est une tendance qui nous a paru étrange au départ, mais finalement, quand on y goûte, on se rend bien compte que c'est bon. On va mettre le jus d'un demi-citron. C'est d'enlever les pépins avant de l'écraser. Si vous voyez les petits pépins, enlevez-les. Je vais juste vérifier mon caramel, juste au son. Je reconnais le bouillon du caramel qui est presque prêt. On va juste regarder ici, là, vraiment, le bouillon il est gras. Il a l'air gras, finalement. Donc ça, c'est une belle onctuosité. En plus, tantôt, plus il va refroidir, c'est sûr, plus il va figer. Mais pour l'aider, tantôt, on va, comme je vous dis, quand il va être tiédi, on va rajouter notre beurre en petits morceaux, puis on va les mixer avec notre mixette, ce qui va faire entrer de l'air dedans. Ça va lui donner une texture encore plus crémeuse. Donc ça, j'éteins ça. En fait, je vais le laisser allumer, je vais m'en servir pour faire ma confiture de tomates. On met ça de côté, on l'oublie. Si jamais vous avez des plats sucrés comme ça, des fois on utilise la même cuillère pour brasser de la sauce à spaghetti ou n'importe quoi qui peut avoir un goût. Donc, laissez pas traîner votre cuillère dans le fond de votre caramel. Tout d'un coup, il y aurait un petit goût d'oignon qui resterait collé à votre cuillère. Ce serait triste d'avoir un caramel aux pommes et à l'oignon. Là, on avait nos 3 tasses et demie de tomates. On va rajouter 1 tasse et demie de sucre. Là, il y a beaucoup d'eau dans les tomates. Je ne rajouterai rien pour tout de suite. On va vraiment mettre ça à feu très doux pour commencer, le temps que les tomates libèrent leur eau. Puis un coup qu'ils vont être bien partis, on va pouvoir augmenter la température pour que ça cuise un peu plus vite. Donc, notre confiture est partie. On va paner notre fromage maintenant. Donc, voici notre petit métis.
Donc, vous voyez, à la grandeur de mes doigts, j'ai des grandes mains, faites pas une référence, mais il y a environ 3 pouces de diamètre. C'est un beau petit fromage. On peut compter que ça peut satisfaire 3 portions d'entrée. Donc, selon ce que vous avez comme invité. Donc, vous pouvez soit le laisser entier, le mettre dans une assiette et les gens vont pouvoir ramasser avec un couteau ou une cuillère, l'étendre sur leur pain. Soit vous le coupez, vous le présentez à l'assiette individuelle en 3 parties ou en 2. Je vous conseille pas de le couper en plus qu'en 3. Au restaurant, c'est ça que je sers en ce moment, un tiers. Donc, c'est amplement pour une entrée. C'est quand même assez riche, le fromage. Sinon, ça pourrait être une moitié si vous avez un plus grand appétit et que vous prévoyez ne pas avoir 5 services à votre souper. Donc, tout ce qu'on va faire, on va le tremper dans la farine, bien l'assécher. On va le mettre dans les œufs. On va l'enrober avec les œufs battus. Et on va l'enrober de chapelure. J'utilise la chapelure panko, qui est une chapelure de pain japonais. Ça se retrouve à côté des ingrédients de sushi, souvent dans les épiceries, donc c'est des choses asiatiques. Donc panko s'écrit vraiment P-A-N-K-O. C'est une chapelure qui est faite plus comme du pain râpé. La texture est plus grosse, ça fait vraiment un bon crunch dans la bouche quand on le mange. Si vous n'avez pas de chapelure panko, la chapelure régulière peut faire, ou si vous avez le goût de vous amuser, vous pouvez toujours écraser des céréales. Donc, des Rice Krispies, des Corn Flakes, des Frosted Flakes. Essayez les Capitaine Crunch aussi, ça peut marcher. Donc, c'est original. Donc, je continue avec mon histoire de fromage. Vu que l'intérieur est fondant, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une deuxième couche de panure pour être vraiment certain de tout sceller pour pas que quand je vais le mettre dans la friture, le fromage sorte et se retrouve dans le fond de ma friture au lieu de dans mon assiette. Donc, deuxième couche, je retrempe dans les œufs. Je fais attention, je vais être délicat. Quand on fait une deuxième couche, on ne veut pas que la chapelure se détache, celle qui est déjà là, et qu'elle se mélange avec les œufs. Donc, vraiment, éviter la manipulation avec les doigts le plus possible. Là, je vais avoir vraiment une belle couche de panure. Donc, je vous dis, on est bon pour 2-3 personnes, facile avec ça. Prendre une petite assiette. Je vais le remettre au frigo en attendant qu'on soit rendu à le faire frire. Donc, vraiment, dernière minute, au moment de servir, on va reprendre le fromage, on va le tremper dans la friture à 350 degrés pour 1 minute et demie seulement maximum. Et on va dresser notre assiette et servir avec notre confiture de tomates. Puis on va décorer ça d'une petite branche de basilic. Donc, notre confiture de tomates a commencé à mijoter tranquillement. L'eau des tomates est en train de sortir, donc ça fait vraiment le sirop. Là, soyez très délicat avec la confiture de tomates. Si je la brasse trop, ce qui va arriver, c'est que les tomates, déjà en cuisson, ils vont éclater. Donc, je veux vraiment pas avoir une purée. J'aimerais ça qu'il reste des morceaux de tomates entiers. Donc, si vous avez à brasser, faites-le très lentement, délicatement. Puis un coup, vous voyez que le sucre est vraiment tout humecté. Vous n'avez plus besoin de toucher. On laisse ça aller. Ça va mijoter tranquillement. Je vais augmenter le feu un tout petit peu. Je vais mettre ça à médium, juste pour amener un petit bouillon. Je ne veux pas qu'il y ait un gros bouillon. Plus ça se promène, plus ça éclate. Donc vraiment, un petit bouillon. Ça va faire un peu confire les tomates. Donc, au lieu d'une confiture, on peut dire des tomates confites au basilic. Ça va ressembler énormément. Je laisse aller ça. On va s'attaquer à nos pommes de terre qui vont accompagner notre côtelette de veau. Donc, on va avoir besoin de 3 pommes de terre pour ça. Donc, on va entamer la cuisson de nos pommes de terre. Un coup que les pommes de terre vont commencer à mijoter, on va pouvoir s'attaquer à notre côte de veau. Donc, des pommes de terre, on va faire des pommes de terre lyonnaises aujourd'hui. Donc, des pommes de terre aux oignons qui sont rissolées et ensuite cuites dans un bouillon de poulet avec des éléments aromatiques comme du thym puis de l'ail. Donc, je vais juste parer mon oignon. On va le couper en dés. Donc, je vais couper mon oignon en petits dés d'environ 1 cm. L'oignon libère beaucoup d'eau en cuisant, fait que ça a l'air beaucoup pour l'instant, mais on n'appelle pas ça des pommes de terre lyonnaises pour rien. Donc vraiment beaucoup d'oignons. Je vais tout de suite les mettre à rissoler, les oignons. Donc je vais partir ma grosse poêle, feu élevé, on va rajouter du beurre. Et là, on parle d'une bonne quantité de beurre comme d'habitude. On va y aller avec un quart de tasse environ. On va laisser mousser comme il faut
Pendant ce temps-là, on va pouvoir finir, on va préparer l'ail qu'on va mélanger avec nos oignons tout de suite. On va mettre 3 gousses d'ail là-dedans. L'ail n'est pas vraiment traditionnel dans les pommes de terre lyonnaises, du moins pas autant, mais je trouve que ça donne vraiment un bon goût au bouillon quand on met de l'ail dedans. Préférence personnelle. Je suis pas en train de vous inculquer les bases de la cuisine d'Escoffier, là. Donc on va l'émincer. Je vais les laisser avec des gros morceaux quand même. Voilà. Ça, on va rajouter nos branches de thym. On va les laisser entières, on va pouvoir les retirer facilement tantôt. Puis ils vont pouvoir donner leur parfum à notre bouillon. Oh, je vais juste réduire mes tomates, là. Ça bout un peu trop fort à mon goût. Je les brasserai pas pour vérifier, là. Je veux vraiment pas les casser. Donc je laisse ça aller comme ça. Je vais couper mes pommes de terre. Je reste la pleure après. Plein de vitamines, les pleurs de pommes de terre. Donc, en fait, il y en a plus dans les pleurs, je pense, que dans la pomme de terre en tant que telle. Donc, évitez de juste la brosser comme il faut, la laver à l'eau avec une lavette. Essuyez avec vos doigts, grossièrement. Là, la plupart du temps, elles sont déjà prélavées, de toute façon, nos pommes de terre. C'est très rare maintenant qu'on ait des pommes de terre avec la terre dedans. Les gens, ils achetaient plus parce que ça salissait leur plancher. Vous voyez ici, j'ai pivoté ma patate. Quand c'est rond, on a tendance à vouloir rouler en coupant. Donc, on coupe la première tranche. Ensuite, on dépose le côté qui ne se promène plus sur la planche à découper. Ça l'évite d'avoir des accidents. Notre beurre est rendu un beau brun noisette, donc je vais en profiter pour aller verser mes oignons et mon ail. Je ne mettrai pas les pommes de terre tout de suite, je vais essayer d'attendre un petit peu. Vraiment que notre beurre prenne vraiment le goût des oignons. Que les oignons caramélisent légèrement. Je vais juste revenir, on va terminer de couper notre pomme de terre. On va lui donner un bon 3-4 minutes avant de rajouter les pommes de terre. Je vais assaisonner mes oignons pendant qu'ils cuisent. Donc, je vais également rajouter une petite cuillère à soupe de cassonade pour aider mes oignons à caraméliser. La confiture de tomate est bien partie. Je vais la remettre un peu sur le rond. Je l'avais tassé un peu, ça bouillait trop fort. J'ai baissé le feu. Je vais vraiment les laisser confire encore une dizaine de minutes. Vous allez voir que la chair a tendance à vouloir sortir de la coquille, de la pelure finalement. C'est pas très grave. Même la pelure qui a cuit dans le sirop va avoir une saveur. Ça va donner un petit peu une bite, comme on dit dans le bon français. Du mordant à notre bouchée. Notre confiture est partie à bouillir. Je pense à ça. On va y rajouter une petite pincée de piment d'argile. Notre piment d'Espelette local de Hawick. Produit par les Jardins Bio Santé. Donc, ça va donner un petit côté piquant à notre fromage qu'il est capable de prendre. C'est riche, donc on peut accepter facilement un petit côté piquant. Mes oignons ont commencé à fondre, sont rendus un peu translucides, ils commencent à prendre un peu de couleur. Je vais tout de suite déposer mes pommes de terre. Donc, je rajoute ça. Mélange bien. Et là, je vais rajouter mon bouillon de poulet. On prend un bouillon de poulet corsé. Et on va juste couvrir les patates. Donc, je vais allumer mon four à 400 degrés. Et on va mettre 425. On va laisser mijoter les pommes de terre. Puis on va les enfourner. Ils vont finir de cuire au four tranquillement. Là, dans le four, ils vont absorber tout le bouillon, donc ils vont vraiment absorber beaucoup de saveur. Quand on va les servir, ils vont être un petit peu crémeuses, on va dire. L'amidon de la pomme de terre va se libérer, va se mélanger au bouillon. Ça va faire un peu crémeux, un peu comme un risotto. Sauf qu'on n'aura pas rajouté de fromage, mais on va quand même y rajouter du beurre. Petite affaire, petite affaire. Je vais mettre un couvert, ça va l'aider à garder son humidité. Il y a une petite cheminée après le couvercle. Donc l'excédent de vapeur va sortir. Puis tantôt, quand elles seront bien cuites, s'il reste trop de bouillon que la patate n'a pas absorbé,
Je le remettrai sur le rond pour faire évaporer un petit peu ça. Ça va encore concentrer les goûts, donc ça va être excellent. Notre fromage est pané. Notre confiture de tomate est en train de cuire sur le rond. Le caramel est presque prêt. Il reste juste à faire l'émulsion avec un petit peu de beurre. La crème glacée est au congélateur. On l'a brassée tantôt. Donc, tout va bien. On va s'attaquer à notre côte de veau. Vous allez voir, c'est toute une pièce de viande. Celle-là, elle vient de mon ami Richard Cazelet. Donc, une ferme ici à Saint-Étienne-de-Beauharnois. Donc, Richard fait l'élevage de veaux, de grains. C'est des superbes côtelettes. Donc, vous voyez ici, c'est complètement... Il n'y a pas beaucoup de gras après celle-là. Puis, on voit très bien qu'elle est bien marbrée. Donc, c'est un veau qui a reçu beaucoup d'amour. Si jamais vous voulez vous en procurer, Richard fait les marchés l'été. En hiver, je vous conseille d'aller voir Pascal à la boucherie à Châteauguay, Bœuf et compagnie. Il y a une excellente qualité de viande et il y a plein de côtes de veau aussi, comme ça. Donc, c'est un produit de luxe, je ne vous le cache pas. Par contre, vous voyez l'épaisseur, c'est vraiment une excellente qualité. C'est une belle pièce avec la tendreté, puis assez de gras juste pour nourrir la viande et avoir un bon goût. Donc, on va juste allumer notre poêle très chaude. Donc, on met ça à high. On va utiliser une poêle de stainless steel. Si vous avez une poêle de fonte, ça ferait l'affaire aussi. Je vais essayer de ne pas utiliser de poêle anti-adhésive pour faire cuire cette viande-là parce que j'aimerais récupérer beaucoup les sucres de viande qui vont se coller au fond de la poêle pour faire notre sauce. Ce qui arrive avec les poêles anti-adhésives, c'est que ça n'adhère pas. Souvent, on va récupérer quand même un peu de jus, c'est pas l'idéal, mais ceux-là, on va vraiment caraméliser les sucres de viande, ça va donner un bon goût corsé à notre sauce. Les pommes de terre bout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans le four tout de suite. On va les oublier là pendant environ 20 minutes, je vous dirais 20-25 minutes. Ils vont cuire tranquillement. Le four n'est pas encore à sa chaleur maximum, donc ils vont récupérer tranquillement, mais le fait qu'il y ait un bouillon, il ne perdra pas son bouillon. Donc, je vais juste mettre ça. C'est toujours important quand on met quelque chose dans le four de tirer la langue quand on le met. Montrer qu'il y a un effort. Ça, les gens sont conscients que vous travaillez. Donc, je vais la mettre sur mon grand rond. J'aime mieux avoir une grande surface de chaleur pour chauffer comme il faut. À notre pièce de viande, on va rajouter sel et poivre. Donc, je vais vraiment... Puis là, elle est vraiment épaisse, donc je vais en mettre un peu moins, mais je vais en mettre des deux côtés. Oups. Puis les pièces de viande qui ont un os ont tendance à être beaucoup plus savoureuses parce qu'on utilise beaucoup en cuisine les os, les carcasses pour faire des sauces. Donc, cette viande-là, en rôtissant, on va la saisir dans la poêle, mais on va la finir au four. Donc là, ça va avoir le temps de rôtir aussi. Il va donner de la saveur à notre viande. Donc, si vous avez la chance de manger des rib steaks ou des morceaux de poulet, même les poulets avec os après, vous allez voir que la viande est beaucoup plus savoureuse. Donc, j'y vais jamais avec le dos de la main morte, comme dirait Jean Perron, avec l'assaisonnement. C'est ce qui fait la différence d'une cuisine savoureuse d'une cuisine fade. Donc, allez-y, c'est toujours mieux d'en rajouter avant qu'après. Avant, la quantité qu'on met va se dissoudre dans notre gras de cuisson aussi, donc il va en rester moins finalement au bout du compte que si on fait cuire notre viande et qu'on trouve pas assez salée puis qu'on en rajoute. Donc, vraiment, la salière avant qu'après. Donc, nos tomates ont cuit. Je vais éteindre le feu. On va regarder ça de plus près. Vous allez voir que c'est vraiment une texture de confiture. Puis là, comme je dis, je la brasse pas trop. Ici, on voit, il y a de la chair qui s'est mélangée, la coquille, une petite coquille vide qui s'est formée. Donc ça va vraiment donner une texture en bouche, ça va être le fun. Donc je laisse ça de côté, j'y touche plus. Dernière minute, on va faire frire notre fromage, puis on va le garnir avec notre petite confiture. Puis quand on va le prendre, on va avoir la petite note sucrée acidulée de notre confiture qui va se mélanger à la richesse puis au croustillant de notre fromage. Vous allez voir, c'est délicieux. Si vous n'avez jamais eu de fromage frit dans votre vie, il est temps que vous commenciez. Donc, une poêle bien chaude, je vais mettre un peu d'huile de canola, puis je vais mettre du beurre aussi. Pourquoi je mélange les deux sortes de gras? Tout simplement parce que le beurre a tendance à noircir et à brûler plus vite que le gras à cause du petit lait qu'il contient. Donc, en le mélangeant avec de l'huile, ce qui va se passer, c'est qu'on va étirer sa capacité de chaleur. Donc, je vais vraiment mettre une belle grosse noix de beurre. Là, aussitôt que ça devient noisette, je dépose mes viandes, c'est déjà prêt. Donc, on va vraiment la saisir comme il faut. Quand vous faites saisir des viandes,
essayez autant que possible de ne pas utiliser une poêle trop grande. Donc, si vous avez un petit steak grand comme ça, n'utilisez pas une grande poêle. Ça va donner la chance de votre gras de cuisson de brûler puis de noircir, puis va donner un mauvais goût à votre viande. Donc, vraiment, essayez de garder la grandeur de la poêle. Occupez 75% maximum de votre espace de poêle. Trop, c'est comme pas assez, la chaleur va être aspirée par la viande, puis il n'y aura plus assez de chaleur pour griller votre viande. Votre viande va bouillir dans son propre jus. C'est pas bien bon, on veut vraiment la caramélisation, saisir à grande chaleur et rapidement. On va se préparer un petit plat. On va mettre nos côtelettes là-dessus, puis on va les enfourner tantôt. Là, je la promène pas, ma viande, quand je la mets dans la poêle. Je veux pas qu'elle se promène. Si je la promène, je vais perdre toute la caramélisation que je suis en train d'avoir. Je veux vraiment la laisser là, 1 minute et demie. À l'épaisseur de viande qu'il y a là, si je la faisais cuire dans la poêle, ça pourrait prendre facilement 10 à 12 minutes. Mais vu que je veux pas que ça devienne vraiment trop noir, je veux une caramélisation, mais je veux pas que ça soit brûlé, croûté, on va vraiment la saisir, puis on va la finir au four en même temps que nos pommes de terre qui sont là. Donc, on va juste vérifier. Regardez, c'est vraiment bien croustillant, c'est ça qu'on veut voir. Vous voyez que les cristaux de sel n'ont pas tout à fait fondu. Donc, quand on va manger notre viande tantôt, il va quand même rester du sel après. Ça va faire un petit croustillant, un peu comme sur un bretzel. Pas désagréable, tout le monde aime ça des bretzels. Donc, je mets ça 1 autre minute et demie. Ensuite, je vais la mettre sur une plaque. Je vais enfourner ça pour 8 minutes. Après 8 minutes, on va les sortir. On va déposer une fromage ratoureux dessus, une belle grosse tranche de notre fromage de ratoureux. Puis, on va la remettre au four pour environ 2 minutes. On va la ressortir, on va la laisser se reposer. Pendant que ça se fait, on va préparer tous les ingrédients pour faire notre sauce au vin fortifié. Donc, 1 minute et demie de chaque côté, ils sont bien colorés. Je vais la mettre debout parce que le côté ici est quand même très épais. Je vais le saisir lui aussi. Donc, je vais les tenir ensemble. Support mutuel. Donc, au four, 8 minutes. Là, je vais enlever le gras. Si jamais vous faites couler du gras dans votre lavabo de maison, faites couler de l'eau chaude pour pas qu'il y ait le temps. Si c'est trop chaud, froid à l'intérieur, il va figer dans vos tuyaux. Donc, vraiment, assurez-vous de faire couler de l'eau chaude. Je vais juste mettre ma poêle de côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sécher de l'échalote française. Échalote française, le meilleur ami du saucier en cuisine. C'est un goût fin, délicat, mais très riche en saveur, vraiment très profond. On va avoir besoin d'environ 2 petites échalotes grosses comme ça, c'est parfait. Calculez-en une par côtelette environ, donc ça vous donne un petit repère. On va l'émincer. Je vais les laisser dans ma sauce quand même, je veux les voir, ça me dérange pas, ça va faire un petit élément décoratif. Il y en a qui préfèrent ne pas laisser les échalotes dans leur sauce. C'est une façon de voir les choses. Disons que plus c'est fancy, moins on en voit. Nous autres, on est à la maison, c'est convivial. Donc laissez-les, vous allez pouvoir les manger de toute façon. Au prix que ça coûte, ça sert à rien de juste les mettre dans la passoire puis les enlever. Donc, on va remettre notre poêle sur le feu. On va se mettre une petite noix de beurre. On va déposer tout de suite nos échalotes. On va les laisser caraméliser jusqu'à temps qu'ils prennent une petite coloration. Bien libérer les sucres et leur saveur. À ça, je vais rajouter une ou deux petites branches de thym. Juste faire revenir ça comme ça. On ne mettra pas de cassonade cette fois-là pour les aider à colorer parce que le Porto, le vin fortifié, est déjà sucré, donc on ne veut pas non plus que ce soit trop sucré pour notre sauce. Mettre un petit clou de girofle. On va laisser revenir dans le fond de la poêle. Ça va développer ses huiles, ça va donner un bon petit goût. Et on va aussi déposer 7-8 grains de poivre noir entier. Ça commence à prendre la couleur, je vais en profiter pour débouchonner ma bouteille de vin.
Donc, les vins fortifiés ont d'habitude entre 16 et 22 % d'alcool à l'intérieur. Donc, faites juste attention quand vous allez le mettre dans votre poêle, si vous avez un poêle au gaz surtout, qu'il n'y ait pas de flambée, parce que c'est de l'alcool qui peut flamber. Si vous n'avez pas rien pour le faire flamber, faites-le pas flamber, mais laissez-le réduire. Nous, on va laisser réduire vraiment longtemps. Donc, le goût de l'alcool va avoir le temps de disparaître en masse. Parce qu'on aime le goût du vin dans la sauce, mais on n'aime pas le goût de l'alcool. Donc, vraiment, l'évaporation lente va faire disparaître le goût d'alcool à la longue. Donc, nos échalotes sont rôties. Je vais verser mon vin. C'est quand ça fait ce bruit-là, toute cette vapeur-là contient de l'alcool. C'est là que le feu pogne. Donc, si jamais vous le faites, juste éteindre votre ventilation, parce que si votre ventilation n'est pas propre à l'intérieur, le gras qui s'est déposé sur vos tuyaux pourrait s'enflammer, donc risque d'incendie. Faites juste très attention avec ça. J'ai mis environ la moitié de ma bouteille parce que le restant, je veux le boire. On va laisser réduire au moins de la moitié, presque du 2/3 même. On va concentrer vraiment le goût du vin fortifié et puis le sucre qu'il contient. On va rajouter une petite cuillère à thé de pâte de tomate dans notre sauce. Ça va lui donner une belle richesse. Je vais la mélanger avec un petit fouet. Vous voyez, ça a commencé à réduire. La tomate aussi va le faire épaissir un peu, notre bouillon. Quand ça commence à devenir un peu sirupeux, c'est là qu'on va rajouter notre bouillon de bœuf, fond de veau ou bouillon de volaille, ce que vous aurez sous la main. Et on va laisser réduire ça encore de moitié. Donc, si vous achetez des bouillons en boîte de marque commerciale, juste utilisez ceux qui ont un tiers de sel ou sans sel, parce que si vous achetez un bouillon qui est déjà très salé et que vous le laissez réduire de moitié, vous allez avoir une sauce qui va être trop salée. Donc, juste vérifier ça, c'est des petits détails. On peut toujours en ajouter du sel, mais c'est très difficile d'en enlever. Donc, je vais laisser réduire cette sauce-là. Elle n'aura pas vraiment besoin d'être épaissie. La purée de tomate va servir d'agent de liaison ici pour la quantité qu'on a. Elle va prendre en richesse. On va la laisser bouillir. Toutes les saveurs vont se mélanger comme il faut. On va juste vérifier. Ça fait 8 minutes que notre côtelette est dans le four. On va juste la regarder un petit coup. Ça sent bien. C'est encore très saignant. Je vais les laisser encore un bon 2-3 minutes. On va profiter de ce temps-là pour couper des tranches dans notre fromage. On va prendre notre petit fromage. Ici, c'est notre ratoureux. Le ratoureux, sa marque de commerce, finalement, c'est la petite ligne de cendre végétale qui est insérée à l'intérieur. Donc, c'est un fromage qui est considéré dans la famille des fromages bleus, mais qui n'est pas aussi goûteux. Ça goûte vraiment un cheddar fort, puis une petite pointe de piquant qui est due à la cendre qui est déposée au centre. Donc, on va essayer de le couper en tranches minces. Je vais essayer, c'est quand même assez difficile à cause de l'épaisseur qu'il y a en ce moment. Si j'aurais eu un gros bloc, ça aurait été un petit peu plus facile, mais on va y aller doucement, faut pas se couper. Là, on y va pour à peu près le double de l'épaisseur d'une tranche de Velveeta. La deuxième va être plus dure. Je vais essayer d'y aller à l'horizontale, ça va être plus facile. Faites attention de ne pas mettre vos mains dans le champ. Quand on met une pression avec un couteau, on ne tire jamais vers soi. Il y a des centaines de bouchers à chaque année qui se poignardent avec des couteaux de cuisine en désossant de la viande parce qu'ils ne travaillent pas bien. On parle des apprentis ici, pas des professionnels. Et surtout pas de notre ami Pascal de chez Bœuf et compagnie. Donc, on va mettre nos 2 tranches ici. Le restant, on va juste le manger parce que c'est très bon. On vérifie notre sauce. Tout semble dans l'ordre. À la maison, si vous préférez, au lieu d'utiliser des bouillons, vous voulez avoir des sauces un petit peu plus onctueuses, un peu plus riches, vous pouvez acheter des sachets de sauce demi-glace en poudre. Il y en a plusieurs variétés. Je vous laisse choisir celle que vous préférez. Faites les essais. On peut s'en servir. Si vous ne voulez pas l'utiliser tel quel, on peut toujours utiliser la poudre juste pour faire comme une liaison. Donc, ça contient des amidons, ces sauces-là. Donc, c'est avec des saveurs en poudre déshydratées de plusieurs choses, dont de l'ail, des herbes, des oignons, même des fois du vin en poudre. Donc, essayez-les. Des fois, ça donne une petite saveur. C'est sûr que nous, on veut toujours travailler à partir des produits les plus frais possibles. Mais en cas de panne de matériel ou d'équipement ou de ressources, gênez-vous pas pour vous rabattre là-dessus. L'important, c'est de ne pas la manger telle quelle. On va se donner un petit peu de mérite quand même, mais ça reste un outil de cuisine qui est intéressant.
Je vais retirer ma poêle du feu pour tout de suite. Je veux pas que ça réduise plus que ça. Je veux quand même qu'on ait de la sauce. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec un petit peu de fécule de maïs délayé dans un petit peu de bouillon ou d'eau, on va l'épaissir tout à l'heure. Puis, on va rajouter une belle noisette de beurre pour enrichir notre sauce. Donc, je vais vérifier mon veau. D'après moi, on est rendu au point de pouvoir mettre le fromage. D'accord. Ouais, là, on se rapproche du médium saignant. Donc, si je mets mon fromage tout de suite, je vais lui laisser un bon 4 à 5 minutes supplémentaires. Puis là, on devrait atteindre plutôt notre température de cuisson qu'on veut. Donc, le veau, on le sert rosé. Donc, médium à médium bien cuit, gros maximum. On essaye de garder quand même un petit côté rose dans la viande. C'est de la famille du bœuf, ça peut se manger saignant, il n'y a aucun problème. Donc, on va juste déposer notre grosse tranche de fromage. Puis là, on est généreux. Donc, ça va vraiment prendre un 4 à 5 minutes à cette tranche-là. À fond, elle va vraiment envelopper notre côte de veau. Ça va donner un excellent goût, les deux saveurs mélangées, vous allez voir. Je vais remettre ça au four. C'est bon. Donc, on dilue notre fécule dans un petit peu de bouillon ou d'eau. La fécule de maïs, ça va épaissir rapidement, mais ça doit rebouillir. Donc, je vais juste remettre ma sauce sur le rond. Je vais la laisser rebouillir. Et on va rajouter ça. Une cuillère à thé, là, on va y aller vraiment un petit peu à la fois. Ouais, on va y aller avec 2. Mon instinct me dit 2. On va laisser ça comme ça. On va racheter notre noix de beurre à la toute dernière minute. Tantôt, je vais juste le remettre sur le rond pour que ça l'épaississe. Ça va être parfait. Là, avec notre pied mélangeur, ce qu'on va faire, on va rajouter notre beurre dans notre caramel. Le caramel, il a eu le temps de refroidir en masse. Donc, il faut quand même qu'il reste assez chaud pour que le beurre fonde. Donc, le beurre fond environ à 50 degrés. S'il est à 80-85, ça va être idéal. Une belle couleur, notre caramel. Là. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là, mais vraiment une couleur là, tire de pommes qu'on achetait dans le temps qu'on allait en tout cas à la foire quand vous étiez vieux. Moi, je suis un vieux de même. Vous allez voir, le caramel va blanchir un peu. Plus je vais le mélanger, plus je vais en faire rentrer d'air, plus il va blanchir. Et là, je suis accro au caramel. On va prendre notre beurre. Là, j'ai dit un quart de tasse, donc c'est à peu près... Vous regarderez sur votre livre de beurre, il y a une petite marque, des fois, sur l'emballage qui vous indique combien ça fait. Donc, un quart, c'est à peu près l'épaisseur d'une lame de couteau. Là. Expérience. Donc, on le met dans notre caramel et on fouette. Ma mère serait en train de se rouler à terre sur le plancher, c'était là. C'est prêt. On va juste laisser ça là. Là, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un à la maison, il a juste à dire « Chérie, je viens de faire du caramel, veux-tu lécher le fouet? » Ils vont arriver en courant. Donc, la viande achève, il reste quelques minutes seulement. Et on va quand même le laisser se reposer après qu'elle va être sortie du four. Tout ce que je veux faire, c'est finaliser mes pommes de terre. Donc, je vais les sortir du four. Si jamais il y a trop de bouillon, je vais retirer le couvercle puis on va laisser l'évaporation faire le travail. Et voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de bouillon, fait que je le remets sur mon rond. On va laisser ça s'évaporer, ça va concentrer les saveurs, puis ça va nous faire des pommes de terre du tonnerre. Brassez-les pas trop, les pommes de terre, là, ils vont être vraiment très cuites, puis si je les brasse, ça va faire de la jujublotte, de la purée. Fait que laissez-le aller comme ça, là. Je sais que c'est dur, mais... Donc, ça fait 4 minutes qu'on a mis notre fromage sur notre veau. Il est encore dans le four. C'est le moment de le sortir. On va le laisser se reposer une fois qu'il va être sorti. Donc, juste... Voilà ça, regardez-moi ça. C'est ça qui est le fun avec ce fromage-là, c'est que vous voyez la ligne de centre qui était au centre du fromage.
a comme pris de l'expansion en gonflant dans le four. Donc, on va juste faire attention tantôt de servir la côte, puis de ramasser ce qui est un peu autour, puis de le mettre en dessous de la viande avant de le mettre dans l'assiette pour ne pas perdre ce goût de fromage-là. Mais là, on va laisser la viande vraiment se reposer. On va la mettre sur le comptoir, sur le fourneau ou sur le comptoir. On peut mettre un couvercle par-dessus ou juste un papier d'aluminium, mais pas collé sur la viande. On ne veut pas que le fromage colle après le papier d'aluminium. Et on la laisse se reposer un bon 8 à 10 minutes avant de la mettre dans l'assiette. Tous les jus qui sont de trop vont se déposer dans le fond de l'assiette. Donc, il n'y aura pas de sang dans votre assiette lors de la présentation. Puis quand les gens vont couper leur viande, tout va être détendu, reposé dans cette assiette-là. Il y a un petit peu de bouillon ici. On va le rajouter à notre sauce. Ça va juste donner un petit goût de veau supplémentaire. Pas trop, je veux pas que le gras du fromage, malgré que il se tient bien, c'est pas un fromage qui va se séparer à la cuisson, donc le gras ne se séparera pas. Donc il n'y a pas vraiment de goût de fromage dans notre sauce. On a vraiment juste été chercher le jus que l'os a libéré, puis la viande en cuisant. 8 à 10 minutes, je le laisse directement comme ça. Je suis pas inquiète que ça va être assez chaud. À l'épaisseur de viande qu'on a là, ça va se conserver chaud pendant très longtemps, puis notre sauce va être chaude. Nos pommes de terre sur lesquelles on va les déposer vont être chaudes, donc tout va être parfait tantôt. Donc, mes patates sont encore en train de réduire. Ça va concentrer les saveurs vraiment du bouillon avec l'oignon, l'ail qu'on a mis dedans. Je vais juste goûter à ma sauce pour rectifier l'assaisonnement si on a besoin. C'est parfait. Pas besoin de rien. C'est pas trop salé. C'est corsé en goût de viande, donc c'est numéro 1. Tantôt, au moment de servir, on va juste la réchauffer vite, juste pour remettre un petit bouillon comme ça avant de la déposer sur notre viande, pour s'assurer qu'elle est vraiment très chaude. On va profiter de ces dernières minutes-là, on va faire frire notre fromage tout de suite. Donc, on sort ça du frigo. Notre friteuse est à 350 degrés Fahrenheit. On va juste le déposer dans le panier, l'immerger 1 minute et demie. Quand on va le sortir, on va le mettre sur un papier absorbant, on va l'assaisonner de sel et de poivre tout de suite, pendant qu'il est encore chaud et huileux, pour que le sel et le poivre collent vraiment bien au fromage. Donc, quand mon fromage va sortir de la friture dans environ 30 secondes, je vous dirais, on va déposer sel et poivre. Je vais utiliser un sel de Maldon, qui est un sel un peu plus floconneux. C'est un sel qui vient d'Angleterre. Mais c'est un petit sel qui est pas mal le fun. C'est vraiment comme des cristaux très fins de sel. C'est plus délicat, en fait, de sel dans la bouche. Ça va être parfait pour accompagner le petit fromage. Donc, ça fait 1 minute et demie exactement. Je ne vais pas le mettre plus que ça. Je vais juste vraiment l'éponger, le surplus de gras. Déposer notre sel dessus. On va rajouter un petit peu de poivre aussi, pendant qu'il est encore chaud. Donc, ça, c'est prêt à mettre dans l'assiette. On va juste garnir avec notre confiture de tomates. Nos pommes de terre ont réduit. Le bouillon a vraiment épaissi. Là, ça commence à être sirupeux. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. C'est vraiment sirupeux. Donc, c'est un concentré de bouillon de poulet. Ça devrait être très bon et très goûteux. Je vais juste tasser la poêle. On va réchauffer notre sauce puis on va pouvoir dresser toutes nos assiettes. Bon, le bouillon est déjà revenu dans notre sauce. J'en veux pas plus que ça. Je veux pas qu'elle réduise plus qu'elle l'ait déjà réduit. Donc, notre fromage qu'on va faire, on va juste le déposer dans notre assiette. On va venir chercher notre confiture de tomates et on va garnir notre fromage sur le dessus directement. Donc, les gens vont pouvoir se servir. Aussitôt qu'ils vont prendre une petite cuillère ou une fourchette ou un couteau, ils vont ramasser un petit peu de sirop et un petit peu de chair de tomate. Ça, c'est parfait. Vous pouvez rester le restant qu'on a dans notre casserole, vous mettez dans un petit pot, vous le scellez, fermez le couvercle, vous gardez ça au frigo, c'est bon très longtemps. Donc, la prochaine fois que vous en aurez besoin, vous pourrez simplement le sortir de votre frigo et épater votre visite avec ça. Un petit rappel qu'on a fait ça à la basilic. Notre côte de veau maintenant, on va commencer par dresser les pommes de terre. C'est un mets d'hiver, hein. Il n'y a pas de légumes là-dedans, on va juste vraiment viande et patates, là. Tu sais, comme dans le temps, meat and potato kind of guy. Ben, moi, je suis un gars de viande patate, donc juste mettre ça, vous voyez, c'est vraiment onctueux. Faut pas les brasser trop pour pas qu'ils cassent en purée. Mais prendre la plus belle de vos côtes. On va la déposer directement par-dessus. Donc, on va juste le mettre, le fromage,
autour. Là. Pas que ça se perde. Et avec votre sauce, on va juste venir la déposer tout autour de ça. J'ai dit tantôt que je mettrais une petite noix de beurre, hein, on va la mettre. Cuillère à thé, là, c'est pas beaucoup. Là. Bon, ça y est, je fais des dégâts. On va juste l'incorporer avec la fourchette en brassant. On va prendre une cuillère d'homme cette fois-là. Donc, notre beurre est bien incorporé. Et on va déposer ça partout autour. On va taper ça ici avec juste un petit soupçon. Nos assiettes sont prêtes. Je vais aller chercher notre crème glacée et on va se préparer une belle coupe. Là, sortez votre plus beau bol. Ça accroche, hein? On va prendre notre cuillère à crème glacée. Là, si votre congélateur est très dur, ça se peut que votre crème glacée soit très dure. Donc, on va juste vérifier la consistance, là. Mais comme j'ai dit, j'aime ça avoir un grand plat pour la faire rouler dans ma cuillère. C'est l'avantage de ces cuillères-là, c'est que ça roule bien. Donc, on va en mettre un bon 2 boules. Voilà. On va garnir ça de notre sauce au caramel qui est encore chaude. Plutôt tiède. Donc, allez-y allègrement. Puis mettez-en dans le fond de la bolle autour. Là. Vous allez être certain de ne pas en manquer quand vous allez être rendu au milieu. Vous pourriez garnir de vos noix préférées. Arachides. Si vous avez une petite cerise marasquin, vous pouvez la mettre. Je suis vraiment pas cerise marasquin, donc j'en mettrai pas. Mais je suis un type bleuet, donc je pourrais, si je veux, rajouter quelques petits bleuets. Question de colorer la chose. Alors, c'est notre travail de la journée. On va juste regarder tout ça ensemble pour se faire un petit bilan. Fromage, le petit métis de la fromagerie Chaput, frit, servi avec une confiture aux tomates cerises et au basilic. On a une belle côte de veau qui a été garnie d'une tranche du fromage Le Ratoureux, encore là de notre fromagerie Chaput. C'est servi sur un lit de pommes de terre lyonnaises. Et on termine avec notre super crème glacée au fromage de chèvre frais qu'on a garni d'un superbe caramel au jus de pomme réduit. Je vous laisse goûter à ça, vous allez voir, c'est surprenant. C'est pas des choses habituelles. J'avoue que c'est la première fois que je m'aventurais dans une crème glacée au fromage de chèvre et j'ai été le premier surpris par la délicatesse du goût et la richesse, surtout. Le fromage est très agréable. Le petit fromage sucré, vous allez adorer. Moi, je suis une dent sucrée, j'adore. Et ma côte de veau, ça fait ressortir l'homme des cavernes en moi. Gênez-vous pas quand vous aurez fini de prendre l'os dans vos mains puis de gruger en criant « Chérie, j'ai encore faim! » Donc, c'est bon appétit à vous. Tout ça, c'est des petits produits qui viennent de chez nous. Donc, c'est au goût de chez nous. Puis, on est bien fiers de ça. Donc, bon appétit tout le monde, puis on se revoit la prochaine fois.